Lundi 5 juillet 2013, à la une de l'actualité, la liberté provisoire accordée aujourd'hui à 14 détenus de la crise post-électorale sont concernés notamment le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan et Michel Gbagbo. On décrypte cette nouvelle en début de journal avec le garde des Sceaux, le ministre Mamadou Nyeneba Coulibaly. Les maladies dues aux accidents de travail au cœur du Conseil des ministres tenu aujourd'hui au palais présidentiel. D'autres grandes décisions ont été prises pour la bonne marche de l'État et pour la vie de la nation. Le film de ce Conseil des ministres dans cette édition. Et puis c'est parti pour la chasse aux mendiants et les vendeurs ambulants. L'opération de déguerpissement des mendiants et vendeurs ambulants est rentrée aujourd'hui dans sa phase répressive. Elle intervient après plusieurs semaines de sensibilisation. Plusieurs marchandises ont été saisies. Et puis à l'étranger, polémique autour de l'organisation du trophée des champions au Gabon. L'opposition estime que l'État gabonais aurait dépensé inutilement pour cette rencontre, alors que la Ligue de football professionnelle française soutient que le choix de Libreville est pour honorer le football africain. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. C'est une décision qui viendra à coup sûr décrisper l'atmosphère politique ivoirienne. La justice a annoncé ce lundi la mise en liberté provisoire de 14 détenus de la crise post-électorale. Dans un instant, on en parle avec le garde des Sceaux, le ministre Mamadou Nyeneba Coulibaly. Mais avant, je vous propose d'écouter l'annonce de cette nouvelle par le procureur de la République. Oui. Communiqué du parquet. Le procureur de la République porte à la connaissance de la population que ce jour, lundi 5 août 2013, le procureur général et lui-même ont marqué leur accord aux demandes de mise en liberté d'office formulées par la chambre d'accusation et les juges d'instruction en charge de certains dossiers, dont ceux de la crise post-électorale. Leur accord concerne 14 détenus dont la liste est annexée au présent communiqué. Ces demandes de liberté d'office, présentées par la chambre d'accusation et les juges d'instruction, sont faites en application des articles 140 alinéa 4 et 201 alinéa 2 du Code de procédure pénale de Côte d'Ivoire. Le procureur de la République informe également les populations qu'en matière d'instruction, la liberté provisoire peut être sollicitée par le détenu lui-même, soit d'office par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou enfin par la chambre d'accusation, comme c'est le cas en l'espèce. Le parquet précise qu'il ne s'agit que de liberté provisoire et les procédures en vue des jugements poursuivent leur cours et connaîtront sûrement leur dénouement d'ici la fin de l'année, fait à Abidjan le 5 août 2013. La liste donc des détenus qui sont concernés. Madame Bro-Grébé Geneviève, Messieurs Affi-N'Guessan, Aboudraman Sangaré, Alcide Djedje Hilary, Lida Kwasi Moïse, Babo Michel, Sokouri Boui Martin, Kuyo Théa Narcisse, Banouakou Kwa Justin, Alphonse Douati, Dakouri Tablé Philippe Henry, Seka Oboyu Désiré, Colonel Konandi Kwaku et enfin Ebduro Nomel Jonas. Et comme annoncé, je reçois pour vous, chez vous, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme pour parler justement de cette mise en liberté provisoire de 14 détenus de la crise post-électorale. Monsieur le ministre Mamadou Nyeneba Coulibaly, bonsoir. Bonsoir, monsieur Garasouba. Est-ce une décision purement judiciaire ou une décision politique? Eh bien, il s'agit d'une décision purement judiciaire. Vous avez bien constaté que le procureur de la République a indiqué le processus qui a débouché donc, sur cette décision. Et pour notre part, nous n'avons fait que prendre acte de ce que les juges avaient estimé qu'il fallait que, en ce moment précis, en ce jour précis, que certaines personnes puissent recouvrer la liberté. Monsieur le ministre, alors c'est quoi la liberté provisoire? Eh bien, la liberté provisoire est un acte d'instruction. Il s'agit pour les personnes en charge des dossiers
qui sont devant les cabinets d'instruction ou la chambre d'accusation, de permettre à des détenus de pouvoir provisoirement être libres en attendant donc que les procédures de jugement puissent connaître leur dénouement. Il s'agit donc d'une mesure pour administrer la situation des détenus dans un dossier d'instruction. Est-ce donc une liberté avec des limites, c'est cela? Naturellement, il y a des limites parce que quand on vous dit que vous êtes en liberté provisoire, ce qui est différent de la liberté définitive qui, elle, intervient à l'issue d'une décision de juridiction de jugement, vous pouvez être astreint à certaines mesures, notamment l'interdiction de sortir du territoire national ou, dans certaines situations, l'obligation de vous présenter de temps en temps devant le magistrat instructeur pour qu'il s'assure que vous êtes là. Et s'il a besoin de vous, vous êtes astreint à répondre à cette convocation. Est-ce à dire que ces 14 détenus pourraient retourner en prison? Si la procédure débouche sur leur conduite devant la juridiction de jugement, naturellement, ils pourraient être condamnés à des peines qui sont peut-être plus longues que la période de détention préventive qu'ils ont vécue. Dans cette hypothèse, ils seraient bien obligés de repartir en prison pour consommer le reste de la peine qui aurait été prononcée. Alors, à partir de quand cette décision prend effet, Monsieur le ministre? Il s'agit pour le parquet, certainement, d'accomplir les formalités administratives requises, parce que vous savez, ces personnes sont détenues dans des établissements qui ont besoin d'avoir des actes signés par le procureur de la République pour pouvoir donc élargir provisoirement les personnes qui sont concernées par cette mesure. Nous pensons, et selon ce que nous a été rapporté par donc, le parquet, en théorie, ils devraient pouvoir être libres de leur mouvement au cours de la journée de demain. Monsieur le ministre, on aura l'occasion de poursuivre cet échange avec vous. Mais je vous le disais en début de journal, cette décision de la justice ivoirienne est perçue par beaucoup d'acteurs politiques comme un coup de pouce pour un éventuel rapprochement entre le pouvoir et l'opposition. Plusieurs responsables de partis politiques se sont prononcés au micro de Doigt des Lasers. C'est un sentiment d'espoir parce que si nous avons pu arriver à ce jour avec la libération de certains de nos frères et camarades, amis, c'est que nous pouvons avoir bon espoir d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui ne soit retenu prisonnier. L'UDC a toujours demandé le dialogue fraternel, la reprise des contacts entre les partis politiques pour pouvoir donner une chance à la réconciliation nationale. Je vois, je constate, j'apprécie et je me réjouis qu'à ce jour, effectivement, l'annonce officielle de cette libération constitue pour moi, pour l'UDC, un pas en avant effectivement pour la réconciliation, un gage supplémentaire pour que nous puissions nous engager dans le dialogue fraternel. La décision qui intervient aujourd'hui, c'est comme si le chef de l'État avait écouté, entendu notre appel. Et donc, nous sommes en tant que parti politique heureux de constater que le processus de réconciliation va prendre un peu d'allant par rapport à notre devoir, à notre invitation. Donc, je voudrais remercier au nom de l'UDPCI le chef de l'État, exprimer notre reconnaissance au chef de l'État et lui demander d'aller de l'avant par rapport à cette décision, qui est une décision importante. Les frères et sœurs du FPI 14, sur un certain nombre qu'il faut quand même prendre en compte, on souhaite que le chef de l'État aille de l'avant. Et nous sommes heureux, nous sommes partants, nous sommes d'avis que cette action est une action importante. Aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle, c'est une grande journée pour nous. 14 de nos camarades qui étaient retenus dans les prisons du Nord viennent d'être libérés et nous en sommes tout à fait heureux. D'abord, je voudrais profiter de cette occasion-là pour dire merci. Merci au gouvernement. Merci à la justice.
Et parce que, vous savez, quand vous discutez avec un gouvernement et qu'il y a des résultats comme ceux que nous venons de voir, après en avoir libéré au départ un peu plus de 25, nous avons discuté encore, on a pu en avoir 8 autres, et aujourd'hui 14, et je pense que pour les observateurs, il n'y a plus personne à la prison de Gouna, il n'y a plus personne à la prison de Katiola, il n'y a plus personne à la prison de Boundiali, et quelques-uns de la Maka ont été libérés. On ne peut qu'être en joie et dire merci. Pour le RDR, cette libération signifie que les victimes de la crise post-électorale restent en droit d'attendre que justice soit rendue. Aussi, le RDR souhaite que les autorités judiciaires accélèrent les procédures pour que tous ceux qui ont eu des responsabilités dans la survenance de ces événements douloureux répondent de leurs actes. C'est le lieu de rappeler que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont résolument tournés vers la réconciliation nationale. Il ne peut en être autrement, car c'est le vœu du président de la République qui, dès sa prise de fonction, a inscrit au cœur de son action la nécessaire réconciliation des Ivoiriens, condition sine qua non d'une cohésion et d'un développement économique de notre pays. Notre souhait est que ce geste soit compris comme un message fort de cette volonté des Ivoiriens de vivre ensemble et de rechercher obstinément la paix telle que voulue par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Voilà, nous venons d'entendre la réaction de quelques responsables de partis politiques. Je rappelle que notre reporter a aussi rencontré les responsables du Front populaire ivoirien, le FPI, qui s'est refusé à toute réaction. Le parti dit vouloir attendre une concertation du secrétariat général avant de se prononcer sur la question. Monsieur le ministre garde des Sceaux, comment réagissez-vous à ces réactions de tous ces responsables de partis politiques ? Eh bien, je pense que les différentes réactions que nous venons de voir à l'écran indiquent bien l'état de diversité de la Côte d'Ivoire. Pour certains, c'est une bonne chose, pour d'autres, il y a encore à attendre. La seule chose, du moins la chose que je voudrais souligner, c'est que ici, il s'agit bien d'une action de la justice et non d'une action du chef de l'État. Le chef de l'État a été informé par nous-mêmes ce matin donc de la décision de la justice, et il en a pris acte, ainsi que l'ensemble du gouvernement. C'est bien de le signaler parce que beaucoup pensaient que c'était à la faveur d'une grâce présidentielle, par exemple. Non, ce n'est pas une grâce présidentielle. La grâce ne pourra intervenir que lorsque les décisions auront été rendues dans les procédures qui concernent cela. J'avoue que personnellement, je formule le vœu que ces procédures finissent rapidement et que dans la mesure du possible, cette grâce puisse être accordée. Mais il faut noter que dans l'une des interventions ou dans l'une des réactions, on a souligné un aspect important. C'est celui de la situation des victimes, qu'il ne faut pas occulter. C'est vrai que l'on peut aspirer à la réconciliation nationale, mais il est bon, comme nous le disons depuis toujours, que la justice puisse suivre son cours. Parce que les événements que nous avons vécus en Côte d'Ivoire ont été très dramatiques. Nous avons enregistré beaucoup de morts et si nous continuons à ne pas chercher à établir la mémoire collective de manière judiciaire, nous risquons de favoriser cette impunité. Vous voyez bien que la communauté internationale agit dans le sens donc de punir tous ces faits qui portent atteinte aux droits de l'homme et notre pays ne peut pas entrer dans une phase contraire en ignorant tous ces faits qui se sont produits. Et nous souhaitons que les Ivoiriens nous comprennent. Les politiques peuvent avoir leur position, mais la justice, nous pensons, doit être le socle de cette réconciliation. Il peut y avoir justice, il peut y avoir condamnation, et de nombreuses mesures sont légalement prévues pour ne pas que ces condamnations ou autres formes donc de décision puissent mettre à mal le processus.
Il s'agit simplement de donner le temps au juge d'établir les faits et la vérité du moment. Monsieur le ministre, on vous a bien compris. Et quel sera maintenant le sort des autres prisonniers de la crise post-électorale? Il dépend des juges. Hein. C'est eux qui sont à la manette, comme on dirait. C'est eux qui sont en train de gérer ces dossiers. S'ils nous font état de ce qu'à un moment donné, ils n'ont plus besoin de certains autres détenus, eh bien, nous serions heureux de constater qu'ils sont en phase avec les préoccupations de la société ivoirienne. C'est le moment de saluer l'action des juges. Ça veut dire que les juges ne sont pas dans un vase clos. Ils écoutent les aspirations de la population ivoirienne, mais ils ont un devoir. Et ils essaient d'assumer leur devoir en tenant compte de l'ambiance générale de la société. Je les salue pour ce mérite. Monsieur le ministre, dernière question. Est-ce une manière de crédibiliser davantage la justice ivoirienne? Eh bien, nous pourrons constater, vous et moi-même, que les juges de Côte d'Ivoire font de gros efforts ces temps-ci pour se réconcilier avec la population ivoirienne. C'est clair que dans une ambiance générale, il y a pu avoir des dérapages, il y a pu avoir des mauvais comportements, mais le juge, le bon juge, c'est celui qui reste à l'écoute de ceux pour lesquels il rend justice. Je crois qu'aujourd'hui, nos juges commencent à être en phase avec la population et de plus en plus, il y a donc des meilleures décisions au niveau de nos tribunaux. Il faut que nous les encouragions en ne les tentant pas. Je dis toujours, tant qu'il n'y a pas de corrupteurs, il n'y a pas de corrompus. Il faut que les Ivoiriens, résolument, laissent les juges travailler en toute conscience et qu'ils rendent des décisions conformes à la loi. Voilà pour terminer. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, monsieur le ministre. Mamadou Ninema Coulibaly, je rappelle que vous êtes le ministre des Droits de l'Homme, garde des Sceaux et ministre également des Droits de l'Homme. Autre sujet, on est habitué au Conseil des ministres qui se tiennent tous les mercredis. Eh bien, il y a eu un changement notable aujourd'hui avec la tenue ce jour de la rencontre gouvernementale hebdomadaire. C'était au palais de la présidence de la République. De grandes décisions ont été prises pour la bonne marche de l'État et pour la vie de la nation, entre autres celles relatives aux malades professionnels. Jérôme Kofi Abola. Premier conseil des ministres au palais présidentiel à Abidjan, après celui dit conjoint entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, tenu le mardi 30 juillet 2013 à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous de ce lundi 5 août 2013, à la veille du 53e anniversaire de la fête nationale ivoirienne, a, comme à l'accoutumée, déroulé un ordre du jour sur des sujets aussi pointus que variés. Les maladies liées au travail ont constitué un des points d'ancrage pour parler du décret ou projet de décret pris dans ce sens. Les affections nouvelles qui sont prises en compte par le tableau des maladies professionnelles, ce sont par exemple les affections provoquées par les bois, par l'industrie du bois par exemple, les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et puis les affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manutention de charges lourdes. Il s'agit ici donc de faire en sorte que les personnes qui sont atteintes de ce type de maladie soient correctement et justement indemnisées. Toujours concernant la santé, il y a eu la décision prise en vue de la lutte contre le trafic illicite des médicaments. La vente illicite de médicaments représente à ce jour jusqu'à 30% de l'activité pharmaceutique en Côte d'Ivoire. C'est à peu près une trentaine de milliards de francs CFA qui sont concernés. Et le gouvernement entend mieux informer la population et les sensibiliser, surtout sur les dangers des produits pharmaceutiques contrefaits. Et évidemment, lutter contre la vente illicite de ces produits-là. Et puis au chapitre des divers, l'information donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, relative à la décision du juge de mettre en liberté provisoire certains détenus de la crise post-électorale. Selon le porte-parole du gouvernement, c'est une mesure d'apaisement qui s'inscrit dans le cadre du processus de réconciliation voulu par le président de la République, Alassane Ouattara. Après ce conseil des ministres, le président Ouattara a reçu en audience une personnalité gabonaise, Laure Olga Gondjout, secrétaire générale de la République du Gabon. Elle est à Abidjan dans le cadre de la célébration marquant le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abola. Laure Olga Gondjout, secrétaire générale de la présidence de la République du Gabon, reçue par le président Alassane Ouattara ce lundi 5 août 2013
Laure Olga Gondjou, en terre ivoirienne pour représenter son pays à la cérémonie commémorant le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'elle a eu l'honneur, selon elle, d'être reçue par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Mon séjour ici en Côte d'Ivoire est en fait le témoignage de la vitalité des relations dynamiques entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et je viens aussi participer aux festivités du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je viens représenter le président Ali Bongo Ondimba, qui était l'hôte du président Alassane Ouattara. Et pour des questions de calendrier, il n'a pas pu être présent et l'honneur me revient d'être là pour le représenter. Je vous le disais en titre, Ivoiriens et Nigérians ensemble réunis à Abuja autour de la première session de la coopération mixte de coopération. À l'issue des travaux, plusieurs accords ont été signés, mais les réflexions vont continuer. Le compte-rendu de notre envoyé spécial dans la capitale nigériane, Lassine Fofana. La première session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane qui a eu lieu à Abuja du 30 juillet au 1er août doit permettre aux deux États de renforcer leur coopération dans tous les domaines et dans l'intérêt de chacun. C'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a dirigé les négociations pour la Côte d'Ivoire et le vice-président Namadi Sambo pour la partie nigériane. L'accord paraphé par les deux personnalités porte sur l'économie, les sciences, la technologie, la diplomatie, la santé, la culture et le tourisme. Cet accord du Transcorp Hilton Hotel, le 1er août 2013, va permettre à la Côte d'Ivoire et au Nigeria de faire mieux que les presque 3 milliards de dollars d'affaires dont ils ont l'habitude. Le Premier ministre et le vice-président se le sont promis. Après le président Goodluck Jonathan en mars 2013, le vice-président nigérian sera à Abidjan pour la suite des travaux. Nous devons aller de l'avant. L'autre point important, c'est disons que la coopération au niveau des hommes d'affaires. Disons qu'il y a leur structure ici qui s'appelle le NIPC, qui est l'équivalent du CPC en Côte d'Ivoire, qui doivent organiser donc des rencontres régulières pour que les hommes d'affaires donc travaillent en commun. Et dernier point, j'ai invité donc le vice-président à venir pour le forum Investir en Côte d'Ivoire. Donc en janvier 2014, il a bien voulu accepter le principe. Donc on verra ça par les voies diplomatiques, comment le faire. Lors d'une audience et au cours du dîner offert par les Nigérians aux Ivoiriens, ils ont confirmé l'idée. Et chaque année, les deux parties reverront là où il faut améliorer le nouveau pacte. Et c'est parti pour la chasse aux mendiants et les vendeurs ambulants. L'opération de déguerpissement des mendiants et vendeurs ambulants est rentrée aujourd'hui dans sa phase répressive. Elle intervient après plusieurs semaines de sensibilisation. Plusieurs marchandises ont été saisies. Francis Boiffon. Descente musclée des éléments de la police nationale et de la brigade de la salubrité urbaine sur le terrain ce lundi. Après 10 minutes d'intervention, les commerçants de la rue Zone 4 de la commune de Marcory quittent le trottoir. Plus loin, dans la commune de Trècheville, des vendeurs ambulants sont interpellés par des agents des forces de l'ordre. Plusieurs marchandises sont saisies. C'est une bonne chose que la police puisse au moins les traquer, parce que là, il y a le plus souvent les petits voyous qui se mêlent avec ces jeunes gens pour agresser ceux qui s'arrêtent au feu. Pendant que le directeur des unités d'intervention, le colonel Kouyaté Youssouf, et les éléments de la brigade de la salubrité urbaine sillonnent certaines artères, d'autres policiers surveillent les rues autrefois occupées par les vendeurs, commerçants ambulants et mendiants. Actuellement, ça va maintenant. On n'a plus de problème. Ceux qui vendaient avant, là, vraiment, nous gênaient beaucoup. Mais promptement, bon, la voie est dégagée, on est libre. Ils ne traversent plus en désordre. Après plusieurs heures de patrouille, le préfet de police d'Abidjan fait le point. On a commencé par la zone sud avec le carrefour Aboussouan, le carrefour Solibra qui est réputé pour cette activité, le carrefour Orcadeco sur le VGE. Nous avons également fait côté zone nord le carrefour La Vie. Nous avons pris toute la longueur du boulevard Mitterrand en passant par la Riviera 2. Le constat, c'est qu'il n'y a pas présence de vendeurs ambulants ni de mendiants sur les carrefours visités. Le colonel Kouyaté Youssouf se dit déterminé à assainir le district d'Abidjan. Tant qu'ils seront sur les lieux, nous y serons. C'est un travail quotidien de la police. Ça relève de nos missions. Véhiculer une bonne image de la Côte d'Ivoire et puis juguler le problème sécuritaire. L'opération de déguerpissement des mendiants et des vendeurs ambulants des artères de la capitale économique
vise, selon le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à mettre fin à des pratiques qui compromettent les efforts du gouvernement dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire une destination de choix pour les touristes. Le ministre de la fonction publique passe à une autre étape de l'identification des fonctionnaires ivoiriens. En attendant, ce sont quelques 9000 agents qui risquent de sortir du fichier de la fonction publique si leur existence n'est pas prouvée dès la semaine prochaine. Le ministre Niamien Konan fait des précisions au micro d'Adama Kone. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative est en phase de boucler l'opération d'identification et de notation. Après le coup de balai de 2011 ayant permis de rayer des fichiers 3698 emplois fictifs, le ministre Niamien Konan annonce un nettoyage de fond. Nous sommes en train de nettoyer avec de l'eau et du savon. Et aujourd'hui, nous avons 8154 fonctionnaires qui n'ont pas été notés par un supérieur hiérarchique. Au total, vous avez 9232 agents sur 161 1073 fonctionnaires qui étaient concernés. 9232 fonctionnaires ne se sont pas soit fait identifier, soit notés par un supérieur hiérarchique. Ces 9232 agents sont appelés à se manifester et le temps presse. À partir de la semaine prochaine, nous allons convoquer donc ces 9232 fonctionnaires, moins ceux que les DRH viendront nous dire non, ils ne sont pas fait identifier ou n'ont pas été notés, mais ils sont dans notre service, à se présenter pour nous expliquer pourquoi ils ne sont pas fait identifier ou ils n'ont pas été notés par un supérieur hiérarchique. Toutefois, par expérience, le ministre Niamien Konan a sa petite idée sur le nombre de postes qui pourraient être touchés par la suppression. Je suis persuadé qu'il y a au moins 7000 qui vont avoir des difficultés à nous confirmer. Mais n'allons pas vite en besogne. L'opération de 2011 avait soulagé les caisses de l'État de plus de 10 milliards de francs CFA. La présente identification, en plus des économies à réaliser, donnera une visibilité plus nette de la cartographie de la fonction publique en Côte d'Ivoire. En bref et en images, 20 professionnels des médias et de la communication récompensés ce lundi par Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication. C'était au siège du ministère au Plateau. Ils ont reçu des diplômes d'honneur et des enveloppes pour le service rendu au secteur de la communication et au-delà à toute la Côte d'Ivoire. C'était à la faveur de la cérémonie de célébration du mérite des agents les plus méritants du ministère de la Communication cet après-midi. Le compte-rendu de Gabriel Zani dans nos prochaines éditions. L'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC célèbre le talent de ses étudiants. Ils ont reçu des prix après l'antenne expérimentale de l'école, après l'étape expérimentale de l'école, Les meilleurs présentateurs et reporters ont été distingués. Les prix portent les noms de 3 journalistes de RTI1, Serge Gongomin, Francis Boifo. Voici les lauréats du concours Test pratique en journalisme. Une initiative du Forum des étudiants en journalisme à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. Ils ont été soumis à différents genres journalistiques avec pour sujet un reportage sur l'un des quartiers de Grand Bassam érigé en patrimoine de l'UNESCO. J'ai eu le prix de la meilleure présentation du journal télévisé. On m'a dit que j'ai bien présenté, que j'ai eu une bonne posture, une bonne diction. J'ai eu le prix de la meilleure interview. En plus, nous avons eu le prix de la meilleure rédaction. Et nous avons eu aussi le prix du meilleur reportage. Nous avons fait l'interview sur Grand Bassam. Grand Bassam a été érigé depuis le 1er janvier 2012 comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors nous nous sommes dit qu'il était nécessaire d'aller sur le terrain à Bassam pour savoir effectivement après cette élection si les populations autochtones ont eu des bénéfices. Les prix qu'ils ont reçus portent les noms des professionnels du métier. Il s'agit entre autres de Touré Aboubaka Junior, journaliste, directeur des ressources humaines à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, de David Gouedan Mobio, journaliste, présentateur du journal télévisé de 20h sur RTI 1, et de Sylvie Touré, journaliste, chef des éditions à RTI 1. Pour ces lauréats, ces distinctions qui portent des noms de référence sont une invite à la culture de l'excellence.
Et puis à l'étranger, polémique autour de l'organisation du trophée des champions au Gabon. L'opposition estime que l'État gabonais aurait dépensé inutilement pour cette rencontre, alors que la Ligue de football professionnel française soutient que le choix de Libreville pour abriter cette rencontre est pour honorer le football africain. On termine avec ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique, conformément à l'article 24.2 de la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, le mercredi 7 août 2013, à jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Voilà qui referme les portes de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.